dirais que vous, Bastien, votre job et vos interventions, je dirais aussi bien au titre de sapeur-pompier professionnel que au titre de votre association ONG BIRTA que vous avez montée, que aussi ce que vous développez maintenant avec le protocole 6C là-dessus, c'est que vous êtes, je dirais que vous êtes un peu tous azimuts partout, c'est-à-dire que là aussi je reprends encore une fois mon système canadien et on voit que les risques, en tout cas de violence, en plus de leurs propres risques, se surajoutent sur l'ensemble. Encore une fois, là, je vous les donnerai, vous les aurez avec le truc là-haut, vous cliquez, vous irez directement sur le site canadien qui est très très bien fait. C'est une fiche sauvetage pompier là-dessus. Ce qu'on voit là aussi sur cela, c'est les statistiques. Pour le coup, je n'ai pris que ça, que les agressions, l'évolution des agressions sur ces métiers de sauvetage et sur les sapeurs-pompiers. Je veux dire qu'on ne sait pas trop où on en est parce qu'encore une fois, le même thermomètre a été cassé et donc ce qu'on a après 2018 n'est pas fondé sur la même chose. Donc, allez savoir, comme dirait ma grand-mère. Et puis là, je dirais encore une fois des récits de violences ordinaires, agressant et agressant les sapeurs-pompiers sur autre. Et avec une chose, encore une fois, sur notre problématique à nous, alors je ne sais pas ce qu'elle est la réunion des sapeurs-pompiers, mais qui dit, au niveau finalement de la profession et des collectivités avec lesquelles on a relation, on aurait besoin d'avoir, même si notre métier c'est ça, d'avoir pour nous-mêmes un référent santé-sécurité pour les agressions. Voilà, donc la question est ouverte et maintenant à vous le micro, si vous voulez bien. Bastien, voilà, merci Anne-Marie. Votre métier et tout. Voilà. Merci Anne-Marie, bonjour à tous. Donc Bastien Lisieux, je suis sapeur-pompier professionnel, ancien militaire de mon parcours, une partie en unité de combat, une partie unité de sauvetage, et en président et fondateur d'une ONG qui s'appelle BIRTA France, Brigade internationale de recherche technique et d'assistance. Nous sommes spécialisés pour toute l'aide humanitaire et recherche de victimes en milieu effondré, avec une petite particularité en plus, c'est qu'on va chercher les morts. Ils sont souvent bien laissés. Donc niveau exposition au trauma, à la sûreté, à la sécurité, on connaît un petit peu de quoi on parle dans tous ces domaines. Pour rebondir sur ce que disait Anne-Marie, donc sur les agressions des pompiers, je ne vais pas être très long dessus, mais en effet, nous c'est pas une sensation, c'est une réalité. Pour tout vous dire, dans certains départements, on a modifié toutes les fenêtres pour avoir des fenêtres par éclat. On modifie avec les compositions des trains de départ d'intervention pour renforcer un effectif, souvent les quartiers. On a des procédures, on a une plainte systématique qui doit être déposée, on ne tolère plus rien. Avant, une agression verbale, on a toléré, le crachant, on pouvait encore passer dessus. Maintenant, le département ne tolère plus rien. Bon, agression, on est obligé de porter plainte pour essayer d'endiguer, même si nous sommes tout à fait conscients qu'on ne peut pas arrêter la violence. On ne pourra pas modifier la société. Il faut juste apprendre à avoir une réponse adaptée déjà pour faire un premier barrage. Et après, à partir du moment qu'on pourra arrêter, enfin, au moins protéger au maximum les intervenants, on pourra essayer de psychoéduquer la société. Mais là, c'est un travail qui nécessite beaucoup plus de temps. Donc, au fur et à mesure, dans le milieu de la sûreté et sécurité, on est obligé de pallier à l'instant T, à trouver une solution de protection, c'est-à-dire remettre un bouclier avant de travailler sur la cause. En fait. Au niveau de mon ONG, j'ai vadrouillé pas mal dans le monde entier. On a plus d'une vingtaine de missions dans tout territoire confondu, sur tous les continents, avec toutes cultures différentes. Sur les catastrophes majeures, on ne trouve pas cette insécurité au sens propre du terme, agression de la population. Par contre, j'ai été à 2 reprises victime d'extorsion au Mexique et en Haïti. Vous connaissez la situation géopolitique. Parfois, c'est un peu compliqué et même les ONG sont attaquées, même les ONG sont enlevées. C'est quelque chose qui est très compliqué. Donc la sécurité et la sûreté, elle concerne tout type de population, je dirais, du travail, dans le travail du sauvetage. Et la particularité, c'est que bien souvent, les ONG ne sont pas préparées à affronter ça. Être bénévole aux ONG, c'est une chose qui est humainement extrêmement enrichissante. Maintenant, il ne faut pas faire n'importe quoi, n'importe où et n'importe comment, comme dans tous les métiers. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Je veux rebondir sur ce qu'ont dit Serge et Jugurtha tout à l'heure.
Moi, le métier, la partie privée, le métier privé, je ne connais pas. J'étais ou à l'armée ou en tant que pompier. Par contre, j'interviens auprès de différentes sociétés privées. Et j'entends beaucoup parler de toutes les mesures de protection qui sont mises en œuvre, justement, pour pallier à cette agressivité, à cette violence physique, verbale, ce contexte un peu psychosocial qui met la pression à tous vos employés. Et par rapport à ça, je ne peux que saluer tout ce qui est mis en place. Alors il y a toute la partie secourisme physique avec les SST, la pose de défibrillateur maintenant dans les ressorts du public. Il y a plein de choses qui sont faites et qui sont extraordinaires parce que, là je reviens à ma casquette de pompier, quand on intervient, si les premiers gestes n'ont pas été faits avant, quand vous êtes un milieu un petit peu décentralisé d'une ville, ça ne sert à rien d'envoyer pompier pour quelqu'un si les premiers gestes n'ont pas été faits avant. Donc on ne peut que saluer toutes ces initiatives qui ont été mises en œuvre. Maintenant, pour se concentrer un petit peu plus sur vos personnels, sur vos employés, sur vos collaborateurs, pardonnez-moi les termes, hein, je froisse personne, sur leur prise en charge physique, on peut mettre un pansement s'ils sont agressés et qui saignent, d'accord? Mais sur la prise en charge psychologique, il n'y a rien actuellement qui est fait. On va mettre en pardonnez-moi, mais on va mettre en place des groupes de travail, de la préparation, en cas d'agression, on est là. Donc je rebondis sur ce que disait Serge et Jurta tout à l'heure, et ce que j'apprécie, c'est qu'à chaque fois j'entends dire la direction est là pour accompagner. Et ça c'est très bien. L'employé n'est pas seul, il ne faut pas que l'employé soit seul et isolé. Il faut montrer qu'il y a bien intérêt et que le problème est pris depuis plus haut. Et ça c'est quelque chose qui est très important. Mais maintenant le dommage il est fait. L'agression a eu lieu. On ne peut pas la stopper. La menace, on ne peut pas la stopper. Elle a lieu. Et demain, elle se reproduira. Comment on peut remonter dessus? Eh bien, c'est dans la psychoéducation de vos employés. C'est dans la préparation mentale de vos employés. Au-delà du cadre général de l'entreprise, c'est une psychoéducation sociétale qu'il faut. Outre le côté de la violence, mais le côté de la réponse à la violence. Entre parenthèses, le premier secours psychologique. Que pouvez-vous faire pour être en œuvre pour ça? Parce que j'entends bien que la société privée, vous avez aussi un intérêt financier. Si demain vous perdez tout à l'heure un conducteur de bus par exemple qui se met en arrêt pendant 3 semaines et que ça provoque par sa réaction un droit de retrait général et vous perdez 4 litres de bus pendant une grande période, ça met un contexte qui est particulier pour l'entreprise et pour la société parce qu'on dépend tous des transports en commun. Si demain vous avez une agression dans un magasin et que l'employé se met en arrêt de travail pendant 2 mois parce qu'il a subi un choc psychologique, vous allez être tous impactés par rapport à ça. Vous en tant que dirigeant, vous en tant que référent sûreté sécurité, mais également en tant qu'employé, collaborateur, parce que vous avez un phénomène qui s'appelle l'identification qui se passe. Ça aurait pu être moi. Et en fait, cette identification, c'est ce qui crée une psycho générale dans votre entreprise après, pour permettre de reprendre le travail, parce que tout le monde se sent en insécurité. Et c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est qu'on a l'impression qu'en fait ça a augmenté, alors que des chiffres prouvent le contraire sur certains endroits, même s'il est vrai que le contexte sociétal fait que les chiffres en général les violences ont augmenté, mais parfois on a plutôt une approche, une situation, parce qu'on s'identifie à celle-ci. Donc par rapport à ça, il est important de mettre en place des protocoles d'action pour éviter le trauma psy. On n'en parle pas assez. Vous avez entendu parler de la cellule psychologique, et tout à l'heure, vous avez employé quelque chose qui me parle tout à fait, parce que vous parliez, pardonnez-moi si je ne me rappelle plus trop l'histoire, c'est quelqu'un qui au début a dit que tout allait bien, laissez cette diapo après, que tout allait bien, et qui le lendemain, en fait, chez lui a craqué, et son père dit, son fils dit, ça aurait pu être papa qui aurait pu être tué. Eh bien, c'est cette problématique-là dont je voudrais vous parler juste après. En fait, les cellules d'aide psychologique, c'est une très bonne chose. On ne peut que approuver ça. Maintenant, la réalité des choses, venant du terrain, c'est quoi? C'est qu'une cellule psychologique travaille en partenariat avec le patronat, on va dire la chaîne hiérarchique. Donc, énormément de personnes ne vont pas voir la cellule psychologique. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur d'avoir une croix rouge sur leur dossier, de ne pas être aptes, de perdre leur emploi, même si je ne dis pas que c'est mal, et que ça va arriver, mais c'est l'association qu'on a. Et là, je vais vous parler à titre personnel. J'étais militaire de l'unité de sauvetage, comme je vous l'ai dit. Donc, je suis parti à Haïti en tremblement de terre en 2010. Au fur et à mesure, en fait, on a vu des gens qui sont revenus avec syndrome de stress post-traumatique. Croyez-vous que nous sommes allés voir des psychologues, notre propre unité psychologique? Ah non, on est conditionnés, on est les meilleurs, on est sauveteurs, on est uniforme, on est des unités d'élite. Voilà. On n'a pas besoin de ça. Notre force a été le groupe. Pour tout vous dire, j'ai créé mon ONG pour 2 raisons.
La première, c'est parce que j'avais un taux de suicide qui commençait à augmenter dans mon entourage par rapport à un certain nombre de stress post-traumatique. Et en tant que militaire, on n'a pas forcément beaucoup de diplômes pour un militaire, d'accord? On s'engage jeune, on n'a pas de diplôme, donc on est limité dans notre carrière professionnelle, dans notre avancée professionnelle. J'ai créé ça pour deux raisons. La première, c'est que c'est notre passion. Et que c'était aussi ce qu'on savait faire. Et la deuxième, c'est que pour créer un lien social, on ne laissait personne derrière. Parce que les chiffres sur le taux de militaires qui se suicident, de policiers ou de pompiers, vous les trouverez difficilement. Parce que les vrais suicides, ça se produit quand ils ne sont plus en activité, quand ils sont sortis du groupe. Donc par rapport à ça, je voudrais revenir sur quelque chose, si vous permettez de parler un peu du protocole. Exactement, parler du protocole, voilà. Et je crois qu'on a 1 minute et demie, mais ça peut, on va se faire engueuler. Eh bien, je vais parler du protocole en 1 minute et demie. En fait, il n'y a pas besoin d'avoir un événement réellement traumatique, un gros événement, un attentat ou quelque chose pour être traumatisé. Il y a le gros événement qui va vous impacter, parce que la perception du trauma elle est différente pour chaque personne, mais il y a l'accumulation, si vous pouvez remettre la dépôt justement, il y a l'accumulation du trauma. Vous prenez un employé qui va se faire insulter tous les jours, vous prenez un conducteur qui va se faire de bus qui va se faire insulter tous les jours. Un jour, ça va être la goutte qui va faire déborder le vase. Et un jour, il va dégoupiller. Donc pour revenir à la prise en charge psychologique, elle est vraiment très importante. Mais pas à faire n'importe comment. L'écoute derrière, c'est très bien. La prévention, la psychoéducation, c'est très bien. Et donc, j'ai une casquette aussi, c'est pour ça que j'étais invité aujourd'hui, en tant que formateur du protocole 6C, qui est un protocole israélien, mais également international, qui a été créé sur la prise en charge du traumatisme psychologique, au même titre que le SST, que le PSC1. C'est un protocole qui est mis en œuvre au profit des unités d'intervention, mais pas que. C'est un protocole qu'actuellement on enseigne, par exemple, la responsable en France enseigne actuellement aujourd'hui à la SNCF, pour prendre en charge les astreinteurs, pour prendre en charge les conducteurs de train, les contrôleurs. Donc on a déployé ça avec la SNCF. Donc on intervient dans toutes les régions de France pour faire la SNCF. Nous avons des groupes de commerce qui nous sont sollicités pour ça. Nous avons d'autres sociétés qui nous sollicitent également pour ça, pour prendre en charge justement cette agression. D'accord? Cette agression, elle est vraiment à prendre en compte. Ce n'est pas un événement catastrophique qui est traumatisant, c'est la succession de choses. Et il existe des méthodes. L'assistance psychologique, a posteriori, c'est très bien. La prévention et la psychoéducation via ce protocole, c'est quelque chose qui change la vie. Et je ne vous dis pas pour vendre un produit, mais parce que moi, je sais ce que c'est que le syndrome de stress post-traumatique. Merci. Merci Bastien et merci pour tout ça. Alors le temps presse, voilà, et donc malheureusement celui des échanges il va être très restreint, mais en tout cas vous pourrez aller. Donc là, je vais peut-être repasser la parole si vous me laissez encore 30 secondes ou un peu plus à chacun.